Bonjour tout le monde, ça y est, nous y voilà enfin. La troisième et dernière phase d'un tour de jeu, celle où les valeureux guerriers du bien vont pouvoir s'illustrer par leurs actes héroïques, tandis que les sombres laquais du Seigneur des Ténèbres tenteront de massacrer les défenseurs des peuples libres. S'il est possible que quelques pertes aient été subies durant la phase de tir, ce n'est rien en comparaison de la phase de combat où la plupart des unités périront au cœur de la bataille. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir en arrière pour faire un petit aparté sur le mouvement. Pour être plus précis, disons que je vais clarifier la manière de mesurer une distance de déplacement, car mes animations de flèches pouvaient prêter à confusion. Pour ce qui est de la distance entre deux figurines, pas de souci, on mesure à partir du bord du socle le plus proche de chacune d'elles, comme ceci. En revanche, lorsqu'on déplace une figurine, on doit mesurer en partant d'un bord de socle et celle-ci doit finir son mouvement en prenant en compte ce même bord de socle. Ce qui signifie que si je déplace ce guerrier du Rohan de 6 pouces en mesurant à partir de ce bord-ci, il doit finir son mouvement comme ceci et pas comme ça. Sinon, il se serait déplacé de 7 pouces au lieu de 6. Peut-être aviez-vous déjà compris tout ça en regardant mes vidéos, mais je précise tout de même. Sachez que les mesures que je faisais étaient toutes parfaitement respectées. C'est seulement pour une question d'esthétique que la pointe de la flèche s'arrêtait juste avant le socle. Voilà, maintenant que tout cela est clarifié, on va pouvoir se lancer dans la mêlée et débuter la phase de combat. On l'a déjà vu, ce jeu est immersif et cinématographique, et ça va se ressentir particulièrement durant la phase de combat. Contrairement à ses aînés créés eux aussi par Games Workshop, dans MESBG, les combats sont répartis en duels et chaque joueur agit simultanément. Ainsi, il n'y a pas le joueur A qui va attaquer avec toutes ses unités pour causer un maximum de dégâts, puis le joueur B qui va frapper à son tour causant lui aussi des pertes, etc. etc. Ce qui, selon moi, brise l'immersion et me fait penser au jeu de la baffe où, à tour de rôle, on s'en colle une jusqu'à ce que l'un des deux déclare forfait. Non, ici, lors de chaque duel, chaque joueur va lancer des dés en même temps et celui qui obtiendra le plus haut résultat remportera le duel et pourra porter ses coups. Vous allez me dire, mais à quoi sert d'avoir l'initiative durant cette phase si on n'agit pas avant l'adversaire? Eh bien c'est très simple, le joueur qui possède l'initiative a l'avantage de pouvoir choisir dans quel ordre sont résolus les duels. Et on verra par la suite que ça peut avoir un intérêt déterminant. À présent, voyons voir comment se déroule un duel. On peut décortiquer ça en 3 étapes très simples. D'abord, chaque joueur va lancer simultanément un nombre de dés équivalent au nombre d'attaques que possèdent ses forces en présence. Par exemple, dans ce duel, un guerrier du Rohan affronte un guerrier Uruk-hai. Les deux unités ici présentes possèdent dans leur profil une seule attaque. Chaque joueur va donc lancer un seul dé. Et celui qui aura obtenu le meilleur résultat gagnera le combat. Ici, le joueur du bien obtient un 5, tandis que son adversaire n'obtient qu'un 3. C'est donc le guerrier du Rohan qui l'emporte. La deuxième étape consiste à faire reculer le ou les perdants du combat. C'est le joueur qui a été vaincu qui doit le faire. Il doit reculer sa ou ses figurines d'1 pouce dans la direction de son choix en ligne droite. Les figurines ainsi reculées peuvent se retrouver dans une zone de contrôle ennemie, ça ne pose pas de problème. En revanche, chaque figurine ne peut combattre qu'une seule fois par tour. Du coup, elles ne doivent pas finir au contact socle à socle avec un adversaire. Enfin, dans l'étape suivante, le joueur victorieux va porter ses coups. Son unité qui a désormais l'ascendant va tenter de blesser voire tuer l'ennemi affaibli en face de lui. Pour cela, on va comparer la force du gagnant à la défense du perdant et voir quel résultat il faut obtenir pour infliger une blessure à ce dernier. C'est exactement comme pour le tir, sauf qu'on regarde la force de la figurine et pas la force de l'arme. Le gagnant lance un nombre de dés équivalent à son nombre d'attaques et chaque blessure obtenue retire un point de vie à la figurine vaincue. Si cette dernière n'en a plus, elle est morte et est donc retirée comme perte. Si le vainqueur n'arrive pas à blesser, on imagine qu'il a raté son coup ou bien qu'il a touché une partie d'armure ou provoqué une blessure superficielle. Bref, rien ne se passe et on résout le combat suivant. Illustrons ça avec un nouvel exemple. Ici, le guerrier du Gondor a vaincu ce lancier orc. Il frappe et obtient un 5.
ayant une force de 3 et son adversaire une défense de 4, on voit en utilisant ce tableau que vous connaissez désormais que c'est suffisant pour provoquer une blessure. L'orc n'a qu'un seul point de vie, il est donc mort et retiré du jeu. Voilà comment on résout un combat. Une fois que cette phase est entièrement terminée, on démarre un nouveau tour de jeu en commençant par l'initiative. Maintenant, on va aller un peu plus en détail dans ce qu'on vient de voir. Premièrement, lors du jet de duel, que se passe-t-il en cas d'égalité? Eh bien, une nouvelle caractéristique va rentrer en jeu. Il s'agit de la capacité de combat. C'est cette valeur juste ici, à côté de la capacité de tir. C'est très simple. La figurine qui a la meilleure capacité de combat remporte le duel en cas d'égalité. Prenons cet exemple. Ici, les deux joueurs ont obtenu le même résultat. Comme le guerrier Uruk-hai possède une capacité de combat de 4 et que celle du guerrier du Rohan n'est que de 3, c'est le serviteur de la main blanche qui remporte le combat. Maintenant, si les deux unités ont la même capacité de combat, comme par exemple ce guerrier orc et ce soldat de Minas Tirith, et qu'il y a une égalité, dans ce cas, le joueur qui a l'initiative lance un dé qu'on qualifie de neutre. Et sur un résultat de 1, 2 ou 3, le camp du mal l'emporte, tandis que sur un 4, 5 ou 6, c'est le bien qui gagne le combat. La capacité de combat est très importante. Vous verrez lors de vos parties qu'il est assez fréquent d'avoir une égalité lors du jet de duel, et avoir des unités avec une valeur de combat élevée apporte donc un avantage considérable. Les elfes, qui sont de redoutables fines lames, ont une capacité de combat de 5, ce qui est énorme et leur permet, en cas d'égalité, de l'emporter sur à peu près toutes les figurines du jeu, excepté les gros héros et les monstres. C'est une des raisons pour lesquelles ils coûtent si cher en points. D'ailleurs, on peut aussi parler de leur équipement, puisqu'ils possèdent des lames elfiques. Ce type d'arme permet, en cas d'égalité lors du jet de duel, et si les deux forces en présence ont la même capacité de combat, de remporter le jet de dés neutre sur un 3, 4, 5 ou 6, au lieu d'un 4, 5 ou 6. Si le puissant héros Uruk-hai Lurtz, avec ses 3 attaques, obtient un 6 contre cet elfe, mais que ce dernier, par chance, fait lui aussi un 6 avec sa seule attaque, non seulement l'elfe a la même capacité de combat que Lurtz, c'est-à-dire 5, et provoque donc une égalité, mais en plus, il est avantagé sur le dé neutre grâce à sa lame elfique. Puisqu'on parle d'unités qui coûtent cher, on peut aussi mentionner certaines d'entre elles qu'on qualifie parfois d'élites, car elles ont plus d'une attaque. C'est le cas notamment des féroces berserkers Uruk-hai qui, comme dans le film, sont de véritables machines à tuer. Ces derniers ont 2 attaques dans leur profil, ce qui signifie qu'ils ont plus de chances de remporter leur combat, mais aussi de tuer leur adversaire. Pour augmenter ses chances de remporter un duel et blesser, on peut aussi choisir d'attaquer une seule cible avec plusieurs unités, comme on l'a vu dans la vidéo sur la phase de mouvement. Comme on cumule le nombre d'attaques, on a donc plus de chances de faire un meilleur résultat que l'unité ennemie, et si on l'emporte, on a aussi plus de dés pour tenter de la blesser. D'ailleurs, il est important de préciser que dans un combat multiple de la sorte, la capacité de combat est partagée, c'est-à-dire qu'on va prendre toujours en compte la plus haute d'entre elles. Par exemple, ici, Shagrat combat aux côtés de 2 orques du Moranon, un capitaine du Gondor. Malgré ses 3 attaques, Shagrat n'a pas fait mieux qu'un 3, mais heureusement, un des 2 orques a obtenu un 6. Le capitaine, quant à lui, a fait un 6 également. Il y a égalité. Si le capitaine était seul face aux 2 orques, il aurait gagné le duel grâce à sa capacité de combat de 4. Mais ici, il perd le combat, car Shagrat a une capacité de combat de 5. Et même si ce n'est pas lui qui a obtenu le 6, peu importe, on prend quoi qu'il arrive le meilleur résultat de dés, ainsi que la plus haute valeur de combat lors d'un duel. Maintenant, admettons que le capitaine du Gondor soit parvenu à gagner le combat. Puisqu'il a 2 attaques et qu'il y a plusieurs cibles, il doit lancer ses attaques les unes après les autres en déclarant à chaque fois qui il frappe. Shagrat est très costaud et le capitaine préfère donc s'en prendre aux 2 orques. Il va d'abord frapper celui de gauche. Si l'attaque le tue, il peut ensuite utiliser son attaque restante pour frapper celui de droite. Si la première attaque échoue, il peut lancer la deuxième sur la même cible en espérant cette fois la tuer. Revenons maintenant sur les figurines qui perdent leur combat et doivent reculer d'1 pouce. Il est parfois possible que ces dernières ne puissent pas reculer entièrement car un décor, une unité alliée ou ennemie la bloque et l'empêche de faire ce mouvement obligatoire d'1 pouce. Dans ce cas, on dit que la figurine est bloquée.
Dans une telle situation, et si la figurine bloquée survit à la fin du combat, essayez de reculer très légèrement ses opposants d'un demi-pouce, simplement pour qu'elle ne soit plus au contact socle à socle. Une figurine qui est bloquée est en très mauvaise posture. Les ennemis qui la frapperont vont doubler chacune de leurs attaques pour infliger des blessures. Ce guerrier orc est encerclé par 3 soldats de Minas Tirith. Il a perdu son duel mais ne peut pas reculer car il est bloqué. Les soldats de Minas Tirith vont donc doubler chacune de leurs attaques et lancer 6 dés pour blesser au lieu de 3. Notez que c'est chaque attaque qui est doublée et non pas l'ensemble. Donc chaque attaque permet de lancer non pas 1 mais 2 dés. La distinction est importante, on va voir ça avec un nouvel exemple. Ces 2 orques ont perdu leur combat contre Aragorn et sont bloqués. Aragorn a 3 attaques et va pouvoir doubler chacune d'elles. Il ne peut pas décider de lancer 5 dés pour blesser l'orque de gauche et 1 dé pour celui de droite. Il doit effectuer ses attaques les unes après les autres par ensemble de 2. Il décide d'effectuer une première attaque sur l'orque à gauche et va donc lancer 2 dés. Ça suffit pour le tuer, il peut maintenant utiliser ses 2 attaques restantes et donc lancer 4 dés pour tuer le deuxième orque. En gros, lorsqu'une figurine frappe un ennemi bloqué, chaque attaque compte comme 2 frappes plutôt qu'une seule. Parfois, une figurine sera bloquée à cause d'un ou plusieurs alliés. Heureusement, il est possible de faire de la place pour la libérer. Durant la phase de combat, une figurine peut se déplacer d'1 pouce dans n'importe quelle direction pour permettre à un allié de ne plus être bloqué. Une seule et unique figurine peut agir ainsi par allié bloqué et à condition qu'elle ne soit pas elle-même en train de se battre. Ici, le capitaine Uruk-hai Ugluk vient de perdre son duel contre ses 2 guerriers du Rohan. Il est bloqué par un de ses guerriers Uruk-hai. Ce dernier, n'étant pas en combat, va pouvoir se décaler d'1 pouce et permettre à son chef de reculer, lui évitant ainsi de prendre 2 attaques supplémentaires. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il est important d'avoir l'initiative lors de la phase de combat. En effet, le joueur qui a l'initiative va pouvoir observer le champ de bataille et résoudre les combats dans l'ordre qui l'avantage le plus. C'est parti pour un nouvel exemple. Le joueur du bien a l'initiative. Son héros Théoden est encerclé par des Uruk-hai et un guerrier du Rohan dans son dos lui coupe toute retraite. Comme le joueur du bien a l'initiative, il décide de d'abord résoudre ce combat. Peu importe que le soldat du Rohan gagne ou perde, s'il meurt, il y a de la place pour permettre à Théoden de reculer, et s'il survit, il ne sera plus en combat et pourra donc faire de la place si jamais le roi du Rohan perd face aux sbires de Saruman. Évidemment, si c'était le joueur du mal qui avait l'initiative, il aurait tout intérêt à résoudre le combat de Théoden en premier. Voilà, on a enfin vu les rudiments de la phase de combat. Je sais que ça fait beaucoup d'informations et j'espère que tout ça a été clair pour vous. C'est certainement la phase la plus dense et la plus longue d'un tour de jeu, et encore, dites-vous qu'on a seulement vu comment se déroule un combat ordinaire. Il peut y avoir tout un tas de règles spéciales lorsqu'une figurine se bat en étant à terre, ou bien lorsqu'un guerrier défend une position comme une porte ou une barricade. Tout ça n'est pas utile pour jouer une première partie, mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez explorer le livre des règles. Quoi qu'il en soit, il y a encore un certain nombre de choses dont j'aimerais vous parler concernant les combats. Il s'agit des équipements. Il y en a beaucoup dans le jeu et on en a déjà vu certains, comme la lame elfique par exemple, mais je me focaliserai sur 3 d'entre eux en particulier qui me semblent indispensables à connaître. Comme il y a encore beaucoup à voir et que je n'ai pas envie de vous noyer d'informations, j'ai décidé de couper cette vidéo en 2. Vous pouvez donc souffler un coup, on s'arrête là pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, la partager à vos amis si ça peut les aider, et vous abonner pour être sûr de ne pas rater la deuxième partie de vidéo qui sortira très prochainement.